Il est des moments où l'histoire rattrape les hommes, même ceux qui croyant pouvoir la défier indéfiniment. Le Togo, petite pays d'Afrique de l'Ouest longtemps oublié par les grandes puissances, a vécu l'un de ces instants rares où le destin bascule. Pendant plus d'un demi-siècle, une même famille avait régné sans partage. D'abord le père, le général Eyadema, arrive au pouvoir par les armes en 1967, puis le fils, Faure Gnassingbé, installé en 2005 avec la bénédiction tacite de Paris et le silence complice des institutions internationales. Pour beaucoup de Togolais, cette dynastie représentait non pas la continuité de l'État, mais la confiscation pure et simple de leur avenir. Au fil des décennies, les promesses de réformes démocratiques s'étant évanouies, remplacées par des élections contestées et une répression constante. La jeunesse togolaise plus connectée au monde voyait bien que l'Afrique bougeait ailleurs, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, des voix nouvelles s'élevant contre l'ordre ancien. Au Togo, la tentée se faisait insupportable, les anciens, eux, se souvenaient des illusions perdues des années 1990 lorsque la conférence nationale avait brièvement fait miroiter un changement. Cette mémoire de la désillusion rendait la colère plus profonde encore. Et puis, l'inattendu survint. Une nuit, sans coup de sémence, des officiers jusque-là invisibles s'élèveront contre leur propre chef suprême. À l'aube, les images firent le tour des réseaux sociaux. Faure Gnassingbé, figure jadis intouchable, descendait les marchés du palais, pieds nus, mains liées, une image qui restera gravée dans la mémoire collective comme celle d'un empire de sablé s'effondrant en quelques secondes. Dans les rues de Lomé, de Kara ou de Sokode, des foules innombrables se mirent à danser, chanter, pleurer de joie. Pour les uns, ce fut un moment de réconciliation avec l'histoire. Beaucoup pensaient ne jamais voir ces jours arriver. Le Togo enfin s'est libéré de son carcan dynastique. Le geste des militaires n'était pas perçu comme une usurpation, mais comme une restitution, celle de la souveraineté à un peuple trop longtemps déposé. En France, certains observateurs, marqués par leur propre mémoire de mai 68 ou de la chute du mur de Berlin, virent dans ces signes les taux lointains des grandes secousses qui rappellant au monde que la démocratie ne s'octroie pas, elle s'arrache. Ainsi commence une nouvelle page du Togo, encore incertaine mais porteuse d'un espoir que l'on croyait éteint. Link Tom Cow, https://www.youtube.com/watch?, V=GL11, YPS4, TQ0. Lorsque la chute de Faure Gnassingbé devint réalité, les rues du Togo se transformeront en un théâtre de contrastes saisissants. D'un côté, une explosion de joie incontrôlable, chants, danses, tambours résonnant jusqu'à tard dans la nuit embrassades entre inconnus. Les femmes âgées, longtemps réduites au silence par la pure, entonnant des chansons ancestrales qui célébraient la liberté retrouvée. Les jeunes, eux, brandissant leurs téléphones comme des torches, immortalisant chaque instant, conscience d'assister à un moment historique. Mais derrière cet enthousiasme, une autre émotion sourde, l'inquiétude, car si la dynastie avait enfin cédé, nul ne savait quel ordre allait surgir de ces vides brutales. Les expériences récentes dans la région donnant matière à réflexion. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les renversements avaient ouvert des espoirs mais aussi des incertitudes. Le Togo allait-il connaître le même chemin? Dans les cafés de Lomé, les discussions allaient bon train, les plus anciens rappelant avec gravité. Nous avons déjà cru au changement dans les années 1990 et nous avons été trahis. Ne soyons pas naïfs une seconde fois. Pourtant, même ces voix prudentes ne pouvaient cacher une certaine fierté. Le peuple togolais venait enfin d'écrire sa propre histoire, sans attendre l'aval des chancelleries occidentales. En France, au sein de la diaspora, les images déclencheront une émotion intense. Pour beaucoup de Togolais de Paris, Lyon ou Marseille, c'était la revanche d'une vie passée dans l'exil, loin d'une patrie prisonnière d'un clan. Les associations s'organisaient déjà pour envoyer du soutien, du matériel et surtout des idées. Comment construire une transition qui ne reproduise pas les erreurs du passé? La communauté internationale, elle, observait avec circonspection. Les chancelleries occidentales, si promptes à condamner certains putschs ailleurs,
restant d'une discrétion notable. Comme si, cette fois, elles savaient qu'elles n'avaient plus la légitimité d'imposer leur lecture des événements. Dans les rues de l'homme, si silence occidental fut perçu comme une victoire supplémentaire. Enfin, nous respirons sans tuteur, disait un vieil instituteur, les yeux brillants. Ainsi, entre la liesse et l'angoisse, entre l'espérance et le doute, le Togo entrait dans une zone inconnue. Une page se tournait, mais nul ne pouvait dire quel récit s'écrirait à présent. Une chose était certaine, plus rien ne serait jamais comme avant, dans la nuit incertaine qui suivit la chute du régime. Tous les regards se tourneront vers l'armée togolaise. Pendant des décennies, elle avait été perçue comme le bras armé du clan Nyasingbe, garante d'un statu quo imposé par la force. Mais à la surprise générale, c'est fut elle qui ouvrit les portes du changement. Les officiers, fatigués de servir un pouvoir vieillissant, avaient compris que l'heure de vérité avait sonné. Ils choisiront de ne pas tirer sur la foule, rompant ainsi avec un demi-siècle de soumission aveugle. Dans les casernes, les jeunes soldats racontaient « Nous savons vous nos mères et nos sœurs dans les rues. Comment aurions nous pu tirer si ils mots simples résonnant comme un serment nouveau ?» L'armée cessait d'être une machine de répression pour devenir un acteur de la réconciliation nationale. Rapidement, un comité de transition fut annoncé. À sa tête, non pas un général aux ambitions personnelles, mais une coalition de figures jusque-là marginalisées, un colonel respecté pour sa probité, un avocat issu de la diaspora revenue de France et un jeune économiste connu pour ses travaux sur la pauvreté rurale. Cette diversité surprit les observateurs. Le Togo, longtemps étouffé par une seule dynastie, voyait émerger une pluralité de voix qui rappelaient les printemps démocratiques trop souvent avortés ailleurs en Afrique. La rue Akweli s'était annoncée avec prudence, certains craignant un piège. Combien de fois a-t-il promis une transition avant de replonger dans la dictature? Demandait un vieil homme à l'homme. Mais d'autres y voyant un signe fort. Pour la première fois, les militaires semblaient vouloir partager le pouvoir avec la société civile. À Paris, les cercles politiques suivaient avec attention cette recomposition. Les débats s'animaient dans les médias français. Fallait-il soutenir cette transition au nom de la démocratie ou se méfier de peur qu'elle ne dégénère comme hileuse? Les exils togolais, eux, voyant une chance inespérée de contribuer enfin au destin de leur pays, ainsi, le Togo entrait dans une phase décisive. L'armée, jadis instrument de domination, se présentait désormais comme gardienne d'un avenir incertain mais porteur d'espérance. Les nouveaux visages politiques offraient une alternative fragile, mais réelle à l'éternel cycle de la tyrannie. Le pays se tenait au bord d'un gouffre, ou peut être d'une renaissance. Link Tam Kao, https://www.youtube.com/watch_z_k-pcz2w7g. À peine la nouvelle de la chute du régime Nyasingbe s'était-elle répandue que les chancelleries étrangères s'agitèrent. Dans les couloirs foutrés de Bruxelles, à Paris, à Washington, la question revenait sans cesser. Que deviendra le Togo? Car derrière si petit pays de l'Afrique de l'Ouest se cache une mosaïque d'intérêts stratégiques, ressources minières, position géopolitique sur le golfe de Guinée et rôle de zone tampon dans une région instable, la France, ancienne puissance coloniale, se retrouva immédiatement sous pression. Certains diplomates plaidaient pour une attitude prudente, ne pas répéter les erreurs commises au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, où un soutien trop marqué aux anciens régimes avait aliéné les peuples. D'autres, au contraire, exigeant de défendre la stabilité, craignant que la transition togolaise n'ouvre la porte à de nouvelles influences, notamment russes et chinoises. Aux Nations Unies, le débat fut tout aussi vif. Les uns saluant le courage de la jeunesse togolaise y voyant l'expression légitime de la souveraineté populaire. Les autres redoutaient un précédent dangereux. Si un peuple peut renverser une dynastie enracinée depuis des décennies, qu'en sera-t-il des autres régimes autoritaires sur le continent? Le Conseil de sécurité se divisa,
révélant la fracture profonde entre les puissances occidentales et les pays émergents. Pendant ces temps, dans les rues de Lomé, les habitants suivaient avec ironie ces tractations internationales. Ils n'ont jamais levé le petit doigt pour nous quand on souffrait, murmurait une vieille commerçante du marché central. Et maintenant qu'on a repris notre destin en main, ils veulent décider à notre place? Ces paroles reflétaient un sentiment largement partagé, la méfiance vis-à-vis des ingérences extérieures. Pourtant, le Togo ne pouvait ignorer le poids de la diplomatie mondiale. Les aides au développement, les accords commerciaux, la coopération militaire, tout dépendait de l'attitude des grandes puissances. Le comité de transition se retrouva rapidement bombardé de visites, émissaires de l'Union africaine, délégations de l'Union européenne, diplomates américains et envoyés spéciaux de Moscou et de Pékin, tous venant proposer leur soutien. Chacune avec ses conditions implicites dans les médias français, les débats priront une tournure passionnée, des chroniqueurs rappelant que la France avait une dette morale envers ses anciennes colonies et devait accompagner, si soufflet démocratique, d'autres dénonçant au contraire l'illusion romantique d'une révolution africaine, craignant que les pays ne sombrent dans le chaos comme étant d'autres transitions inachevées. Ainsi, au carrefour des pressions diplomatiques, le Togo devenait bien plus qu'un simple théâtre africain, il incarnait un enjeu planétaire où se confrontaient visions du monde et ambitions contradictoires, et pour les Togolais eux-mêmes, une question obsédante restait sans réponse qui, au fond, tiendrait les rênes de leur avenir, eux ou les puissances étrangères, link tamkao, https://www.youtube.com/watch !v=sign QKTHC-CP_0Y. Dans toute révolution moderne, l'arme la plus puissante n'est plus seulement le fusil ou la roue, qu'est l'information. Au Togo, après la chute du régime, une véritable bataille médiatique éclata, révélant les fractures profondes entre récits locaux et narrations internationales. Les médias occidentaux, depuis Paris, Londres ou Washington, décriviront l'événement avec une prudence teintée de scepticisme. Pour certains journaux, il s'agissait d'un coup d'État de guise orchestré par une élite militaire cherchant à profiter du désarroi populaire. D'autres, plus nuancés, parlaient d'une transition incertaine, insistant sur les risques de chaos et d'instabilité. Ces discours, largement relayés en Europe, visant à préparer l'opinion publique à une attitude prudente, voire à une possible intervention diplomatique. Mais à Lomé et dans les grandes villes togolaises, l'ambiance médiatique était tout autre. Les radios communautaires, les chaînes locales et surtout les réseaux sociaux brossaillant un tableau radicalement différent que lui d'un peuple enfin libéré, d'une jeunesse victorieuse face à des décennies de soumission. Les slogans, les chants et les images de l'IS circulant à une vitesse fulgurante, renforçant les sentiments d'unité nationale et alimentant l'orgueil collectif. Cette divergence ne se limite pas aux perceptions locales et occidentales. D'autres acteurs médiatiques entreront en jeu, la presse panafricaine, les chaînes russes et chinoises, toutes prêtes à offrir leur propre interprétation. Pour Moscou, la révolution togolaise devenait un symbole de résistance contre l'ingérence occidentale. Pékin, de son côté, parlait d'un nouvel élan souverain. En Afrique, insistant sur la possibilité d'un partenariat gagnant-gagnant. Dans les foyers français, notamment parmi les générations plus âgées, cette cacophonie médiatique provoqua un sentiment de confusion. Beaucoup de retraites, habitués à la télévision publique et aux journaux traditionnels, se demandant où résidait la vérité. Était-ce un soulèvement populaire authentique ou bien un nouvel épisode d'instabilité africaine condamné à se répéter? Si décalage soulignait une réalité implacable. Dans le monde d'aujourd'hui, la vérité n'est plus unique, elle se fragmente selon les intérêts et les canaux de diffusion. Pour les Togolais, cette bataille de l'information représentait un défi crucial. Comment faire entendre leur propre voix, au-delà des manipulations extérieures? Pour les Français plus âgés, attachés à une lecture claire et ordonnée du monde, elle constituait une invitation à revisiter leurs certitudes sur l'Afrique
et sur le rôle de leur propre pays. Ainsi, la révolution togolaise ne se jouait pas seulement dans les rues de l'homme, mais aussi dans les colonnes des journaux, sur les écrans de télévision et sur les fils d'actualité numériques. Qu'était une guerre invisible où chaque mot, chaque image devenait une arme redoutable, et dans ces tumultes une question persistait qui demain écrirait l'histoire officielle du Togo. Link tam kao https://www.youtube.com/watch?app desktop &v=time bigwords &utm_source chatgpt.com. Si toute révolution se nourrit du courage du présent, elle ne survit que par la promesse de l'avenir. Au Togo, cet avenir porte un visage clair, celui de la jeunesse et de l'éducation. Après des décennies de négligence, de corruption et de fuite des cerveaux, une nouvelle vision émerge, guidée par la volonté de rompre avec l'héritage d'un passé étouffant. Dans les années de règne du clan Nassingbe, l'école publique s'était progressivement effritée, les salles de classe surpeuplées, les enseignants sous-pèsent, les bibliothèques vides et ayant devenu le quotidien de milliers d'enfants togolais. Les universités, elles, peinant à rivaliser, incapables de fournir une formation adaptée aux besoins d'une économie moderne. Cette situation avait engendré une jeunesse souvent désabusée, forcée d'émigrer ou de se résigner à des emplois précaires. Mais depuis la rupture politique, un souffle nouveau traverse les établissements scolaires et universitaires. Le discours officiel insiste désormais sur la reconstruction d'un système éducatif fort, accessible et digne. Des projets pilotes voyant le jour. Des écoles rurales équipées de panneaux solaires pour alimenter des ordinateurs portables, des bibliothèques numériques mises en place grâce à des partenariats avec des pays émergents et surtout un retour à la valorisation des enseignants considérés non plus comme des simples fonctionnaires, mais comme des bâtisseurs de la nation. Pour les jeunes, cette révolution éducative ne se limitait pas aux bancs de l'école, elle incarnait une promesse d'ascension sociale, un espoir de pouvoir enfin rompre le cycle de la pauvreté. Dans les rues de l'homme, il n'est pas rare d'entendre des lycéens déclarer « Nous voulons être les ingénieurs de demain, pas les victimes de hier ». Ces paroles simples traduisant une détermination profonde, ne plus se contenter de subir, mais participer à la refondation du pays. En France, pour les générations plus âgées qui suivent ces évolutions avec attention, ces virages éducatifs rappellent les propres luttes de l'après-guerre, reconstruire, instruire et transmettre. Les retraités français, ayant connu l'école gratuite et républicaine, comprenant intuitivement l'importance de cet enjeu, ils savent que sans éducation, aucune démocratie n'est durable, aucune indépendance n'est réelle. Ainsi, l'éducation togolaise devient bien plus qu'un simple secteur de politique publique. Elle s'est transformée en colonne vertébrale de la nouvelle République. Chaque manuel scolaire distribué, chaque enseignant formé, chaque salle de classe rénovée devient une victoire silencieuse contre l'ignorance, la dépendance et la résignation. L'avenir du Togo ne se décidera pas seulement dans les palais présidentiels ni dans les accords diplomatiques, mais dans les écoles de ces villages, dans les amphithéâtres de ces universités, dans les rêves d'une génération qui refuse de plier. Car une jeunesse instruite, consciente et déterminée est l'armée la plus puissante qu'un peuple puisse brandir face à l'histoire. Dans le tumulte des bouleversements politiques, une vérité demeure immuable. Aucun peuple ne peut prétendre à la liberté s'il ne maîtrise pas ses propres richesses. Le Togo, petit territoire coincé entre mer et savane, en est l'exemple éclatant. Depuis des décennies, ses sols regorgeant d'or, de phosphate, de coton et d'un potentiel énergétique considérable grâce au soleil généraux de l'Afrique de l'Ouest. Mais ces stressaux, loin de nourrir la population, avaient été confisqués par une poignée de familles et par des intérêts étrangers. Sous l'ère Nyasingbe, les contrats miniers et agricoles s'apparentaient davantage à des pactes de dépendance qu'à de véritables partenariats. Les multinationales fixaient les prix, exportaient les profits, tandis que le peuple togolais demeurait prisonnier d'une pauvreté endémique. Dans les campagnes, les cultivateurs de coton voyant leur sueur échangée contre quelques maigres francs,
Dans les zones minières, les travailleurs risquaient leur vie pour extraire une eau dont ils ne verraient jamais la valeur réelle. La rupture politique a bouleversé ces rapports de force. Le nouveau discours affirmait haute et forte la nécessité de nationaliser partiellement les mines stratégiques, de renégocier les contrats avec transparence et, surtout, de placer les intérêts du peuple au centre de chaque décision. Désormais, une partie des revenus issus de l'or et du phosphate doit être directement réinjectée dans l'éducation, la santé et les infrastructures rurales. Si le principe de redistribution, longtemps trahi, redevient une boussole de l'action publique, le coton, autrefois surnommé l'or blanc, est lui aussi au cœur de cette révolution économique. Des négociations directes avec de nouveaux partenaires, qu'il s'agisse de pays émergents en acier ou d'alliés stratégiques comme la Russie, permettant au Togo de définir lui-même le prix de sa production. Si un geste, en apparence technique, marquait en réalité un basculement, le passage d'une économie dictée de l'extérieur à une souveraineté assumée. Mais c'est sans doute dans l'énergie solaire que réside le pari le plus audacieux. Le Togo bénéficiait d'un ensoleillement parmi les plus intenses de la région, là où autrefois l'électricité manquait cruellement. Des projets de centrales photovoltaïques voyant le jour, ils ne représentant pas seulement une alternative énergétique, ils incarnant une indépendance future, libérant le pays des importations coûteuses et ouvrant la voie à une industrialisation locale. Pour les générations âgées en France, si y combat résonne avec une mémoire encore vive, celle de la reconstruction nationale après-guerre où la maîtrise du charbon et de l'acier conditionnait la souveraineté de la même manière, les Togolais savant que l'or, le coton et le soleil ne sont pas des simples marchandises. Ils sont la clé de leur liberté collective. Ainsi, l'économie togolaise n'est plus conçue comme un appendice de puissances extérieures, mais comme le socle d'une indépendance réelle. Chaque mine reprise, chaque contrat renégocié, chaque panneau solaire installé devient une pierre posée dans l'édifice d'une souveraineté retrouvée, car il n'y a pas de dignité sans contrôle de ses ressources, et il n'y a pas de liberté sans justice économique. Si l'indépendance économique constitue un socle, elle demeure fragile sans une diplomatie lucide et audacieuse. Le Togo, longtemps réduit au rôle de simple relais des puissances occidentales dans la sous-région, cherche désormais à redéfinir sa place sur l'échiquier international. Cette mutation ne se fait pas sans heurts, mais elle illustre une conviction profonde. Un petit État peut affirmer sa souveraineté s'il sait jouer habilement ses cartes dans le concert des nations. Sous le régime précédent, la politique étrangère du Togo se résumait trop souvent à une fidélité aveugle envers les anciennes puissances coloniales, au premier rang desquelles la France. Cette dépendance diplomatique héritée de la Franc-Afrique avait figé le pays dans une posture subalterne. Les accords militaires et économiques passés au nom de la coopération se traduisaient en réalité par une perte d'autonomie et par la mainmise d'intérêts étrangers sur les affaires intérieures togolaises. La rupture politique a profondément reconfiguré cette orientation. Désormais, le Togo entend multiplier les alliances stratégiques avec des acteurs variés. La Russie, par exemple, est sollicitée pour la coopération militaire et la formation d'officiers. La Chine, elle, intervient dans les infrastructures, les télécommunications et l'industrialisation naissante. Quant à la Turquie et l'Inde, elle s'imposant comme partenaires commerciaux alternatifs, offrant aux pays la possibilité de diversifier SIS marches. Mais ce basculement ne signifie pas son alignement aveugle vers de nouveaux maîtres. Il s'agit plutôt de construire un équilibre, une diplomatie pragmatique où chaque partenariat est pesé à l'aune des intérêts nationaux. Le mot d'ordre est clair. Coopération, oui, soumission, non. Si un message résonne puissamment auprès des peuples africains, l'assise de décennies de dépendance, le Togo cherchait également à s'affirmer sur le plan régional. Dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sa voix se fait plus fermée,
plaidant pour une intégration fondée sur la solidarité des peuples et non sur la dictée des puissances extérieures. Les initiatives conjointes avec le Burkina Faso et le Mali en matière de sécurité et de commerce illustrent cette volonté d'émancipation collective. Pour les générations françaises plus âgées, si tournant diplomatique n'est pas sans rappeler les débats de la IV République ou du gaullisme, comment exister au milieu des gens sans renoncer à sa dignité, comment préserver son autonomie tout en construisant des alliances. Ces questions familières dans l'histoire européenne, trouvant aujourd'hui une résonance inattendue dans le parcours d'un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, la politique internationale du Togo s'éloigne de la logique des protectorats déguisés pour embrasser une vision plus mature, celle d'un État libre, partenaire mais non vassal, ouvert mais vigilant, chaque traité signe, chaque ambassade inaugurée, chaque coopération militaire ou économique redéfinie participer à un même objectif, consolider une souveraineté que les générations passées ont trop souvent vu confisquer. L'avenir du Togo s'est joué autant dans ses mines et ses écoles que dans ses ambassades et ses alliances. Et si la route est encore semée d'embûches, une certitude s'impose, un peuple qui maîtrise ses choix à l'intérieur comme à l'extérieur a déjà gagné une grande part de sa liberté. Il arrive toujours un moment dans l'histoire d'une nation où les peuples doivent regarder en face les chemins parcourus et choisir avec lucidité la direction à emprunter. Le Togo, après des décennies de dictature et de dépendance, se trouve à ces carrefours décisifs. La chute de Faure Gnassingbé n'est pas seulement la fin d'un règne. Elle représente surtout le commencement d'une nouvelle ère, où la souveraineté n'est plus un slogan mais une exigence quotidienne. Le peuple togolais a déjà démontré sa capacité de résistance et sa soif de dignité. En se dressant contre la résignation, en affrontant la peur, il a envoyé un message clair. Aucune dynastie si enracinée soit-elle ne peut confisquer éternellement la volonté populaire. Si courage, forgé dans les roues de l'homme et dans les villages recule, doit maintenant se transformer en vigilance active, car le danger de retomber dans l'asservissement demeure. La reconstruction du pays exige plus qu'un changement de dirigeance. Elle demande une transformation profonde des mentalités, une culture politique nouvelle où la transparence remplace l'opacité, où la responsabilité supplante l'impunité. C'est un travail de longue haleine qui nécessitera la patience des anciens, l'énergie des jeunes et la compétence de ceux qui refusent de céder aux sirènes de la corruption. Aux partenaires étrangers, le Togo envoie également un signal ferme. La coopération est possible, mais elle doit être équitable. Ni l'Occident ni l'Orient ne doivent se croire propriétaires de l'avenir togolais. Le pays s'ouvre aux alliances, mais il ferme la porte à toute forme de domination. C'est dans cette ligne que se dessine l'espoir d'un développement durable, respectueux de la dignité humaine et enraciné dans les aspirations populaires. Pour les uns qui suivent cette actualité depuis la France, si moment rappelle peut-être d'autres pages d'histoire, les résistances face à l'occupation, les luttes sociales pour plus de justice ou encore l'élan du général de Gaulle affirmant que la France devait être libre de son destin. De la même manière, le peuple togolais aspire à écrire sa propre histoire, sans tuteur ni maître, avec la conviction que la liberté ne se requiert pas, elle se conquiert. Ainsi, l'appel lance aujourd'hui n'est pas seulement adressé aux Togolais, mais à toute l'Afrique francophone et au monde. Il est temps de reconnaître la maturité politique de ces continents trop longtemps caricaturés. Le Togo, par son courage, rappelle que la souveraineté des peuples est une réalité incontournable. L'histoire retiendra peut-être que, dans un petit pays d'Afrique de l'Ouest, un peuple s'est levé pour briser ses chaînes, mais c'est que l'histoire ne dira pas, c'est la vigilance quotidienne, la détermination silencieuse, l'espoir obstiné qui continueront à nourrir cette révolution pacifique. Car au bout du compte, la véritable victoire n'est pas de renverser un régime, elle est de construire une nation où chaque citoyen, riche ou pauvre, jeune ou âgé, peut enfin dire avec fierté « Ceci est notre pays et il nous appartient ».